principal, je suis ravi de t'accueillir ici parmi nous. Je vais déjà mettre la couverture de ce merveilleux livre que je viens de terminer, Le Petit Lebanski. Je t'ai invité pour en parler, notamment aujourd'hui. C'est aux éditions Widge dont tu pourras nous parler si tu veux. Je sais pas si je prononce bien. Ah oui, C'est... oui, tu prononces bien, oui. Ah, merci. J'y ai mis tout mon cœur. Et tu as beaucoup de soutien, je tiens à le dire dans le chat. Donc merci à tous et à toutes Ça me d'être revient là. cher, ça me revient très cher. Tu as fait des chèques? En blanc, ouais. Oula. Oui, alors effectivement, ça peut vite être cher. Tu as des bonsoirs dans tous les sens. J'espère que vous entendez bien. N'hésitez pas à me faire signe dans le chat si c'est pas le cas. Avant de parler de ce livre dont on voit la couverture, parce que j'ai beaucoup de questions pour toi, bien évidemment. Pourquoi se priver? Je te propose qu'on fasse connaissance avec le portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie et qui est une exclusivité mondiale de cette chaîne absolue. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je sais que tu conseilles beaucoup les gens, notamment sur les chaînes des copains, il est bien ce livre et autres. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Qu'est-ce que tu mets sur ta table de chevet? Euh, En fait, j'en mets pas tellement. Enfin, c'est toujours un livre différent. Donc, mais si je devais en garder un, ce serait impossible. Tu t'imagines bien. Et puis, tu me poserais la question demain, je t'en donnerai un autre. Mais Mhm. là, le premier qui me vient, peut-être, c'est Pierre et Jean de Maupassant. Euh, Parce que ça, c'est Maupassant déjà. Et parce que je me souviens des dernières pages euh, euh, qui sont très jolies. Je ne sais pas si tu connais ce roman, mais voilà, ça parle de la famille, ça parle de la fraternité. Et puis il y a un tout petit passage à la fin où c'est juste une main qui se lève de la maman qui dit au revoir à son fils. Voilà. Et comme je me souviens de cette scène, bah, je la garde en mémoire. Et voilà, pour moi, c'est un des plus jolis romans de Maupassant, qui est d'ailleurs qui est très court. Hein. Il était tellement court qu'à l'époque, il n'était pas considéré comme un roman d'ailleurs. Mhm. Mais voilà, mais j'aurais pu t'en citer plein d'autres. Quoi. Évidemment, bah oui, sinon c'est pas drôle. Mais je retiens ce conseil et ça m'étonne pas parce que dans ton livre là on croise Zola, la Pléiade et d'autres choses et plein d'autres choses. Et merci beaucoup Diane pour l'abonnement Prime. Tu es dans l'équipe spéciale maintenant. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Si tu étais un format, cher Stéphane, entre le poche, le grand format, e-book audio, bande dessinée ou toute autre chose, que Ah, choisirais-tu? on va dire poche. Poche aujourd'hui, parce que ça va, poche maintenant commence à. Avant, c'était un peu honteux, je trouve, les formats poche d'un point de vue couverture, c'était pas très joli. Maintenant, je pense qu'en format poche, il y a beaucoup d'éditeurs qui font quand même des couvertures plutôt pas mal. Donc, je dirais poche. Alors si tu étais une maison d'édition, Allez, je vais t'en citer deux. Actes Sud, parce qu'il y a quelques auteurs que j'aime beaucoup qui sont chez Actes Sud, comme Paul Auster par exemple ou Laurent Godet. Et puis, je crois que c'est Zulma qui s'appelle cette maison d'édition, qui sont des très très belles couvertures. Donc je me suis bassement inspiré pour mon premier roman, ou quand j'ai refait justement cette deuxième couverture dont on parlera peut-être tout à l'heure. bah, je Voilà. vais la montrer, écoute, tant qu'à faire. Et puis merci, c'est la première fois de ma vie que je vois déclencher un train de la hype sur cette chaîne. Je suis pas rassuré, je sais pas ce que je dois faire, mais on va continuer gentiment. Merci beaucoup pour vos abonnements Fifiland et il est bien ce livre. Merci beaucoup Séverine, ça me touche beaucoup que vous soyez là et que vous déclenchiez. C'est tout un symbole que ce soit vous, ce premier train de la hype de l'histoire de ma vie. Séverine est là. Ah, je pense. Ouais. Bon, bah, tu lui Il fais un faut... coucou, hein, c'est quand même Ah ben tu la peux lui mère. faire un coucou tout seul, écoute. Bah non, bah, elle me connaît, c'est la Mais mère de oui. mes enfants, mais faut pas le dire à son mari. Bah écoute, je pense qu'il le sait maintenant. Donc j'ai montré la couverture, c'est vrai que ça fait penser à du Zulma. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel Ah, choisirais-tu? ce serait un rayon inclassable, justement. Je chercherais un rayon qui n'est pas étiqueté. Ça ne m'étonne pas non plus. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Euh, alors, j'ai une version soft et la version non soft. Il est quelle heure là?
Ouais, 22h, ouais. 22h18. La Laura dit tu serais la romance dans les rayons. Ok. Ah bon? Pourquoi pas? Non, Euh, j'ai un marque-page que me font mes filles systématiquement. Donc j'ai les marque-pages de mes filles. Voilà, ça c'est la version soft. c'est très bien parfois. On va attendre Oui. 23h. Je repose la question à 23h, rappelle-le-moi. Si Mm. tu étais un personnage, alors là, il y a une galerie importante à mon avis qui défile dans la tête. Ah oui, allez, j'en prends un. D'ailleurs, je me souviens même pas de son nom, mais c'est le héros d'un roman de John Fante qui s'appelle Mon chien stupide. Et c'est un type. Alors c'est tout ce que. Enfin, je pourrais pas être ce type-là, mais j'aime beaucoup les perdants magnifiques. Donc j'aime bien les types qui sont un peu désillusionnés et qui utilisent une forme d'ironie ou de cynisme pour combler, en fin de compte, le fait qu'ils ont le cœur plein de trous. Et donc j'aime bien ce personnage. Le bouquin j'adore ce bouquin. Je sais pas si tu le connais. Enfin, Fante, il y en a deux, hein. Il y a Demande à la poussière et il y a, et il y a Mon chien stupide. Et celui-là, il est super parce qu'en fin de compte, ça raconte rien. Il n'y a pas d'histoire. Bon, à part qu'il y a un chien qui est homo mais euh, mais le personnage le héros, quoi, il est incroyable dans son imperfection, quoi. Et j'adore ce personnage. Je sais même pas comment il s'appelle. Mais le personnage t'a marqué, peu importe son Oui. nom. Et on confirme dans le chat, oui, c'est un livre assez génial. Si tu étais un temps de conjugaison, Alors moi, je sais très très mal conjuguer. J'utilise les temps n'importe comment. Je crois que les temps du passé sont ceux qui me posent le plus de soucis, mais c'est ceux que j'utilise. J'ai de la chance d'avoir une copine qui est prof agrégée et qui corrige mes fautes et puis mes erreurs de conjugaison, mais ce serait le passé simple. et pendant ce temps, Kiko nous dit le nom du personnage, ce serait Henri J. Mollise. Je sais pas si ça Ah oui, te... oui, maintenant qu'elle me le dit, oui, merci, merci à elle. Maintenant qu'elle me le dit, c'est vrai, c'est celui-là. Alors c'est notre modérateur Kikopédia qui va chercher plus vite que son ombre. Et pour ceux qui ne comprennent pas du tout ce que c'est le train de la hype, en gros, c'est un moment génial où vous pouvez enchaîner les abonnements, les bits, les follow, enfin tout ce que vous voulez qui est disponible sur cette chaîne. Et puis ça fait grimper le petit train de niveau en niveau. Et puis voilà, à la fin, on regarde jusqu'à quel niveau on est arrivé. J'ai pas vraiment encore étudié cette question, j'étais pas prêt. Mais un jour, il y aura vraiment une animation et tout, hein, je vous jure. Je mettrai du budget que je n'ai pas et du savoir-faire que j'ai, mais parfois. Merci beaucoup Titi Ward pour le follow. Ça me fait toujours plaisir de voir Seven se déclencher. Si tu étais une musique, alors, le livre n'en manque pas, hein, le petit Lebanski. Si tu étais une musique, laquelle serais-tu? Euh, alors j'écris jamais en musique, hein. Moi, je sais pas faire les deux, mais ce serait, euh, ce serait forcément du Mark Knopfler. Ouais, il y a Brother in Arms de Mark Knopfler. Et pour ceux qui ne connaissent pas, et je vous en veux, mais groupe Dire Straits, au cas où. Précise. On va y revenir à Marc dans, dans les questions. Évidemment, si tu étais un signe de ponctuation, lequel serais-tu? Je me suis rendu compte que j'utilise énormément et n'importe comment d'ailleurs la virgule et de plus en plus. Mais je mettrai le point d'interrogation, mais c'est la ponctuation qui est dans ma tête parce que j'ai pas l'air comme ça, mais je suis pétri de doutes. Je me pose 10 000 questions, donc il y aurait plein de points d'interrogation dans ma tête et plein de virgules mis n'importe comment dans mes livres. Donc, Marc Knopfler fait l'unanimité. Très, 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 très bonne Ah, idée. je te dis, je les ai payés, donc ils sont Ils obligés, sont ils sont obligés, obligés d'être d'accord d'accord. avec moi. Bah, c'était le prérequis, hein, donc. D'accord, d'accord. Et alors, si tu étais un verbe pour terminer ce petit questionnaire, et je peux déjà dire que ce ne sera pas corner les pages. Exactement. Bah, ce sera sans hésitation, et je pense que ma femme sera d'accord, ce sera procrastiner. Tu remets beaucoup au lendemain? C'est... Ouais, 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 c'est pour ça que je pense mourir le plus tard possible aussi.
Allez, on va repasser sur la couverture, le petit Lebanski. On va commencer par lui, que j'ai eu le plaisir de lire il n'y a pas très longtemps. Première question, elle va te renverser par son incroyable originalité, mais ça, tu t'en doutais. Est-ce que tu peux nous pitcher à ta manière l'histoire de ce petit Lebanski? Ouais. En fait, c'est un gars donc, qui tient une espèce de pub où se produisent des musiciens. Donc, c'est un pub dans Paris qui s'appelle le Fender. Et Victor Lebanski tient ce bar-là. Et puis un jour où il reçoit une réflexion sur son physique, on parlera peut-être de son physique, euh, il n'a pas aimé, et puis voilà, il va casser la gueule du gars sans savoir que ce mec-là est en fin de compte un type envoyé par un riche industriel qui est en train de mourir d'ailleurs, donc pour surveiller, enfin en tous les cas pour essayer d'identifier un fils illégitime qui s'est produit en tant que musicien dans le bar de Victor. Et Victor ayant cassé la gueule de ce type-là, bah, il se retrouve en fin de compte dans l'obligation de remplacer ce type-là pour essayer de retrouver ce musicien et le ramener à son père. Sans savoir que bah, il va y avoir plein d'emmerdes en fait. Parce que ce gamin-là a un frère qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de ce type-là qui peut voilà, mettre à mal l'organisation du père et puis réclamer peut-être un héritage, enfin des complications. Donc voilà, Victor va être un peu de temps en temps le chat ou la souris d'un peu de cette course-poursuite qu'il va avoir entre des personnes qui veulent sa peau, entre lui qui essaye de retrouver ce musicien qui est aussi un peu spécial aussi, hein, comme un peu tous les personnages. Donc voilà, ça va être ça pendant 3 4 jours et puis bon, il va pas passer que des bons moments en fait. Et Odeya résume, c'est drôle, c'est intelligent et c'est même émouvant. Alors, je sais pas si tu parles de mon interview, mais ça me touche. Mais je pense que tu parles du livre. Je suis assez d'accord. On va évidemment revenir sur tout ça. La première question, elle est très très générale, mais tu vas voir pourquoi. En lisant ce roman, la chose que je me suis dit, c'est qu'il y avait un duel très intéressant au sommet de tes priorités. Et je me suis demandé, pour toi, quels sont les éléments les plus importants d'un livre, les personnages, la langue, l'histoire, autre chose. Et puis on fera le détail de tout ça après. Mais je me disais, tu dois avoir une priorité bien à toi en lisant ce livre. C'était Alors, très intéressant, ceci dit. euh, euh, moi, j'écris que du divertissement déjà. Mais en disant divertissement, c'est toujours des grandes discussions que j'ai avec Séverine ou avec d'autres d'ailleurs et avec toutes les personnes avec qui j'échange. On a l'impression que quand on dit on fait du divertissement, on s'exonère de tout le reste, c'est-à-dire de toute exigence formelle, de toute densité psychologique, parce qu'on dit bon, on écrit quelque chose pour divertir, donc voilà, et ça suffit et c'est une fin en soi. Donc moi, si je te dois te résumer la chose, je te dirais que moi j'essaye de raconter, pas d'écrire. Je pourrais faire une distinction entre écrire et raconter, mais raconter le plus joliment possible une histoire divertissante. Et donc ça passe pour moi toujours, mais toujours, par l'écriture. Parce que je pars toujours du principe que tout a été écrit sur tout, dans tous les sujets, la mort, l'amour, la vieillesse, le temps qui passe, etc. Donc on ne peut pas se renouveler là-dessus. En revanche, on peut faire croire, le temps de la lecture, à un auteur qui lit quelque chose de nouveau, et il n'y a que la langue qui peut te permettre de croire que tu lis quelque chose de nouveau, alors que fondamentalement, l'histoire, tu peux la résumer en une phrase. Quand tu m'as posé la question de quoi parle le roman, je pourrais pu te dire, et puis je te l'avais dit, je crois qu'on en avait échangé un peu avant, que c'est l'histoire d'un type qui demande à un deuxième type d'aller retrouver un troisième type. Et je mentirais pas en disant ça. Mais c'est pas super excitant à l'idée de résumer, mais pourtant, tous mes livres, je pourrais te les résumer en une phrase. Et pour moi, le facteur différenciant, enfin ce que j'essaye de faire,
c'est te donner l'impression que c'est nouveau parce que on essaye un peu de mettre modestement un peu de littérature, un peu de style, un peu de forme, même sur quelque chose qui se veut divertissant, parce que je pars du principe que pour même écrire des conneries, il faut beaucoup de sérieux. Il y a énormément de conneries dans ce bouquin et c'est fait avec le plus grand sérieux. Mhm. Donc c'est vraiment l'écriture. Pour moi, voilà, c'est la patine d'un bouquin, c'est l'écriture. Je dis pas que l'histoire elle est accessoire, mais je dis que l'histoire tu peux la sublimer par la langue. Et si on parle de n'importe quel grand roman, euh, 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 et ben c'est l'écriture qui a sublimé le roman. Et ça c'est valable pour des films, les plus belles, les plus grands chefs-d'œuvre pour moi reposent pas sur l'originalité de l'histoire, sur le twist final ou le rebondissement. Non, non, c'est sur l'identité formelle que tu vas mettre dans ton film ou dans ton bouquin. Voilà. Et donc les personnages, bien sûr, les personnages doivent pas être interchangeables. C'est ce que je reproche dans beaucoup de bouquins, c'est que tu peux remplacer n'importe quel personnage par n'importe quel personnage dans beaucoup de romans que j'ai pu lire. Alors que pour moi, voilà, le personnage, il faut lui donner une épaisseur. Et bien sans transition, je te propose qu'on en parle des personnages. Puis on parlera de la langue et de l'écriture, parce que c'est très important aussi, et de tas d'autres choses, mais les personnages, puisque j'ai lu le livre, eh bien je peux vous dire qu'on les retient. Ça, c'est mission accomplie. Ils ont un physique, une manière de s'exprimer, une histoire personnelle avec un passé, un présent et potentiellement un avenir, ça dépend un peu des jours. Qu'on les aime ou pas, j'ai envie de dire, c'est peu importe, hein, mais on voit que tu as mis beaucoup de soin dans ces personnages. Comment est-ce que tu fais pour les créer? Parce que je pense, je dévoile rien et c'est un peu caricatural, mais tu dis à un moment dans le livre par un personnage que ça ressemble plus à une compagnie de cirque qu'à une bande de personnages. J'irai pas aussi loin, mais en tout cas, on les retient. Ils ont tous des particularités, très poussées ou pas. Comment est-ce que tu fais pour les imaginer, pour les créer? Est-ce que toi aussi tu as des jolies fiches personnages? Est-ce que tu le fais à l'impro? Est-ce qu'ils mûrissent longuement dans ton esprit avant de prendre Alors, vie sur le papier? je, alors, c'était que mon deuxième roman, donc j'avais très très peu d'expérience dans le roman. J'ai que écrit des nouvelles avant et on pourra peut-être en parler, cette histoire d'endurance, de souffle, etc. Donc, c'est la première fois que je faisais un micro-plan. Mais vraiment, quand je dis un micro-plan, c'est des systèmes de bullet point, histoire qui sont un peu des jalons pour me souvenir de qui est quoi et de sur quoi je dois travailler. Quand je trouve, hein, quand on prend la décision de créer un personnage, que ce soit un personnage principal ou même un personnage secondaire, il faut lui faire de la place. Pas forcément la même place pour tout le monde, mais je pars du principe que pour que ça puisse entrer dans l'esprit du lecteur, il faut quand même le faire apparaître à minima 3 fois, espacé dans le bouquin pour qu'on puisse se dire tiens oui, ça va, c'est pas un faire valoir, il n'a pas juste mis un personnage voilà, pour rien. Donc mes personnages, quand je les mets, et même il y a des piles, ouais, il y a un moment donné, je crois il y a un pilier de comptoir qui est un type, une espèce de philosophe qui est là. On le voit 2, 3 fois, mais je pense que ça suffit. Euh, euh, donc, ils sont dans ma tête. Je note des petits traits de caractère, et après c'est beaucoup un peu d'impro. Il y a des choses qui me viennent comme ça. C'est très difficile en fait à répondre des fois parce que j'intellectualise pas tellement. Je sais juste que j'essaie de leur faire une place et de les faire apparaître suffisamment souvent pour que le lecteur puisse se dire ok, c'est pas juste un artifice, c'est quelqu'un qui, d'une manière générale, apporte sa pierre à l'édifice du roman, même pour quelque chose de très anecdotique, comme ce philosophe, et il y en a d'autres, voilà, qui sont plus marqués. Au-delà de Victor, bon bah tu as les employés qui travaillent avec Victor et qui sont tous, enfin, L'agence ils ont tous, tourisme.
Voilà, ils ont tous une particularité, mais c'est ce qui fait, alors moi c'est avec le recul, parce que même les méchants là-dedans, qui fait qu'on est, je sais plus qui c'est qui me disait ça, mais des fois on n'est pas très très loin de la parodie en fait. C'est-à-dire que malgré leur dangerosité, ils ont toujours un défaut qui les décrédibilise un peu. C'est toujours entre un qui est bègue, l'autre qui a peur des oiseaux, qui fait qu'en fin de compte, même s'ils peuvent être menaçants, il y a toujours quelque chose qui les rend un peu grotesques, qu'on trouve. Alors après, enfin moi, je suis un gros consommateur de films aussi, et qu'on retrouve dans du cinéma, je sais pas si tu as vu Réservoir Dog de Tarantino, Évidemment. voilà, ou des films de Kitano, où t'as des gangsters qui sont hyper effrayants. Tu vois, dans Réservoir Dog, tu as une scène terrible où l'autre il danse en découpant l'oreille d'un gars, etc. Et par contre, les trois bras cassés, là, ils vont se prendre la tête pour savoir qui est Monsieur Pink, Monsieur Yellow, et comme des gosses en fait. Et c'est ça qui les rend effrayants et grotesques en même temps. Et c'est ce que je voulais, essayer de faire, c'est-à-dire de créer des personnages qui peuvent être dangereux, et ils sont potentiellement dangereux, mais qui ont un côté presque infantile, immature, qui les rend aussi un peu ridicules. Et puis ensuite avec des handicaps voilà, qui les rend pas toujours pas très crédibles. Voilà. Donc il y avait ce mélange des genres. C'est pour ça que je voulais vraiment pas choisir un genre particulier quand je voulais faire ce bouquin, parce que déjà, je savais pas si j'allais en faire d'autres. On sait jamais de quoi demain est fait. Donc je me dis, allez, je vais essayer de tout mettre là-dedans en dosant, en mélangeant du polar, en mélangeant du burlesque, et on y viendra peut-être aussi sur le côté récit intimiste avec la relation avec le père. Mais il fallait vraiment qu'il y ait une tambouille, et voilà, en espérant que le dosage soit bon, parce que pour moi, c'est ce qui fait qu'un livre est réussi ou pas, c'est l'équilibre. Sinon, au bout d'un moment, si tu mets trop de sucre ou tu mets trop de sel, au bout d'un moment, ça déséquilibre l'ensemble. Donc, je sais plus quelle était la question d'origine, mais C'est pas voilà très ma grave. réponse, quoi. Bah oui. Tu sais, les questions sont des prétextes, hein, de toute Ouais, façon. ouais, ouais, Ce sont tes ouais, réponses ouais. qui comptent le plus. Bonsoir Thibaut, bienvenue. N'hésitez pas, je vois que vous êtes très très nombreux à ne pas encore suivre la chaîne. Mais quel scandale. Non, c'est pour rire, vous pouvez suivre si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. Euh, Tu parlais des personnages, alors Victor Lebanski n'est pas un nain. Non, ouais, Et ça c'est c'est important, ouais. important, c'est important. Ouais. Pour que les gens comprennent bien, je prends évidemment, parce que c'est le personnage principal, c'est un exemple pour que vous compreniez ce que Stéphane vient d'expliquer aussi. Quand on parle de particularités, oui, particularités physiques ou autres. Merci beaucoup, Odeya, pour le follow. Oh, je devrais le demander plus souvent. Non, je rigole. Euh, c'est, c'est important, avec leur petit caractère, chacun, ce n'est pas un nain. Il n'est pas très grand non plus. Voilà. En fait, bon, pour le coup, j'ai un peu regardé, parce qu'en fait, le nanisme, je crois que c'est à partir d'un mètre 45 qu'on est considéré comme nain. Et lui, il est à 2 centimètres au-dessus. Et il y tient, en fait, il disait, c'est très important, 2 centimètres, et pas que pour le coït, il le dit. Donc, c'est pas un nain. Et puis voilà, il a pas. Alors, c'est marrant, parce que. Alors, faut savoir que, bon, moi, ce roman-là, j'ai tenté quand même de le proposer, parce que Widge Édition, c'est moi, hein, c'est ma maison à moi, et je pourrais expliquer pourquoi Witch, parce que c'est un diminutif de widget. C'est mon frère qui m'a donné. Widget, c'est un dessin animé, hein, d'un martien qui est tout violet et tout moche. Et bon, il a pensé à moi pour ça. Et bon, je cherche la flatterie là-dedans, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Euh, 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 je sais plus ce que je disais. Oui, Anna, là. En fait, quand j'ai proposé ça à une maison d'édition que je citerai pas, elle a trouvé, elle a trouvé le roman. Je la cite, hein, au-delà de la critique qui était aussi hyper intéressante sur plein d'aspects, mais elle a trouvé le roman méchant et raciste, parce que tous les genres en prenaient un peu pour leur grade, comme on parle des nains, mais on parle de plein d'autres personnes
là-dessus. Et donc, on a trouvé le roman très discriminant, etc. Bref, Ça te donc c'est touche pas un quand, nain. quand on te dit ça? Tu l'as mal Non, pris? non, Ça m'intéresse. non, en fait, non. En fait, ça m'a, parce qu'en fait, j'avais pas je sais qu'il y avait une volonté en tous les cas pour moi un peu de, alors ça va faire très prétentieux, mais dynamiter un peu tout le politiquement correct. C'est-à-dire qu'il fallait quand même faire en sorte que tous les trucs qu'on n'ose pas aborder ou qu'on aborde du bout des lèvres en s'excusant par avance, il fallait que le personnage, lui, en tous les cas, qui est un personnage qui est voilà, qui a qui est une espèce de teigne un peu, qui a une répartie et qui fait qu'il s'en prend un petit peu à tout le monde parce qu'il a une forme de frustration aussi. Mais quand voilà, personne m'a répondu ça, je dis bon, quand tu regardes bien, ses employés, il y a un Algérien, il y a un qui est Milos, qui est un gars de l'Est. Enfin, c'est un melting pot de plein de personnages. Donc après, voilà, j'avais pas envie de trop expliquer parce que ça donnait l'impression de se défendre et de se justifier. C'était un point de vue, je l'ai entendu. Euh, mais c'est vrai que les quelques lecteurs qui ont pu lire ça, et des fois ils ont dit bon, bah effectivement, dans une période où on essaye quand même d'être un peu plus policé, c'est vrai que bon, bah, c'est forcément clivant d'avoir un personnage qui est aussi binaire des fois dans ses réflexions et dans sa façon de voir les choses. Donc voilà, en tous les cas, bon, c'est pas un nain, il aime pas qu'on lui dise ça, et donc le jour où on lui dit ça, bon bah il le prend mal et il réagit de manière un peu disproportionnée, mais c'est ce qui fait en fait l'histoire et ce qui fait que ça va l'entraîner ensuite dans tous ces emmerdements quoi. Oui, parce que Bruce Willis, c'est un jour en enfer. Lui, c'est 4 jours en enfer. Donc, il va prendre. J'ai noté la proposition, Thibaut. Donc, j'écris à Guillaume, pour, à mon avis, Kilimanjaro, j'imagine. Je note ça quelque part. Et je me disais, au-delà des personnages, on en parlait, il y a la langue, il y a l'écriture. Et comme pour les personnages, je veux dire, c'est des personnages qui marquent, qu'on retient. Et l'écriture aussi, elle m'a frappé. Bah, j'ai pas eu mal. Merci de prendre de mes nouvelles. Euh, on voit vraiment que tu as mis beaucoup, beaucoup de soin dans le choix des mots, dans les images que tu crées. On va y revenir juste après. C'est un vrai travail d'orfèvre. Quelque chose, tu parlais de divertissement, parfois il est un peu connoté négativement. On se dit, quelqu'un qui fait du divertissement, c'est quelque chose qui va vite, qui n'a pas demandé une réflexion énorme, etc. Mais l'écriture, moi, j'ai vu un travail d'orfèvre dans ce que tu as fait. Et donc, j'imagine que ça t'a pris un certain temps, mais je ne sais pas combien, mais un certain temps pour faire ce travail, pour faire naître des images dans l'esprit des gens qui te lisent. Et juste pour les gens qui l'ont déjà lu, je te l'ai dit en rigolant, mais moi, vraiment, jusqu'à la fin, moi, Victor Lebanski, j'ai vu Danny DeVito. De la première à la dernière ligne, je l'ai imaginé en Danny DeVito. Je sais pas pour vous, donc pour ceux qui l'ont lu, dites-moi si je suis complètement cinglé, mais ouais, ou tu me disais Joe Pesci, éventuellement, ça pourrait le faire aussi. Mais c'est ce type de personnage, pour que vous puissiez visualiser à mes yeux, mais ce n'est que mon petit ressenti perso, hein, mais j'ai vraiment vu ça, la langue. Un travail d'orfèvre, t'as mis du temps et du soin à tout ça. En fait, il fallait que il y a plus, enfin, il y a trois couches principales, je trouve, dans la mesure où, bon, 70% du temps, tu es avec le personnage de Victor, qui est un langage assez, voilà, assez argotique en tous les cas, assez imagé, des fois grossier même. Il y a un autre style qui est beaucoup plus classique, qui est celui en fait de Ragnar. Enfin, quand je suis narrateur et que je raconte cette histoire de Ragnar, qui est un peu le tueur qui est chargé d'éliminer Victor et puis le fils musicien. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus écrit. Et puis, tu as quelque chose d'autre qui est presque une espèce d'appel d'air, en fait, par rapport à toutes ces scènes qui sont assez... Enfin, c'est assez rythmé. Et puis, en fin de compte, les scènes en italique sont plutôt presque contemplatives, entre guillemets, puisqu'il s'agit vraiment de souvenirs, de flashbacks. Et là, j'ai pris beaucoup plus de temps
aussi pour le faire, parce qu'il fallait ralentir un peu le rythme et il fallait, alors je vais parler de poésie, mais en tous les cas, il fallait essayer de poétiser ou d'esthétiser, le plus possible ces passages-là qui font un peu, voilà, qui donnent un petit coup de décélérateur sur l'intrigue. On est Et donc il proche de la fallait vraiment. poésie, tu penses? Sur, Alors, enfin, en tous les cas, j'ai voulu quelque chose qui soit un petit peu plus. Alors, c'est pas, pas plus soigné parce que j'essaie d'apporter du soin dans tout, mais un peu plus raffiné peut-être, ouais, et un peu plus, c'est ça, contemplatif, parce qu'on est vraiment sur le personnage, le rapport avec l'eau et puis son activité qui consiste en fin de compte à faire des ricochets. Et donc, euh, voilà, il fallait pour moi une écriture un peu plus voilà, esthétique en tous les cas. Il fallait prendre le temps. Là où Victor parle en faisant sauter toutes les négations, un rythme est différent, c'est une musicalité différente. Et puis quand je suis narrateur et que je raconte l'histoire du tueur commandité, là aussi c'est un peu plus, là aussi c'est un peu plus peut-être descriptif parce que lui-même ce tueur-là, je lui ai donné plus de place d'ailleurs que j'imaginais. Je lui ai même inventé une histoire aussi parce qu'il s'avère que c'est aussi un mélomane et que ça joue d'ailleurs dans son dilemme de tueur, de tuer un musicien. Pour lui, ça lui pose un problème aussi presque moral parce qu'en fait, quand, quand, quand tu tues quelqu'un qui est en plus un fournisseur de beauté. En fait, pour moi, les musiciens sont des fournisseurs de poésie et de beauté. Tu tues pas un homme, tu tues quelqu'un c'est pas qui la vie de mes fournit. voisins, si je peux me permettre. Oui, bon, Vous après, il m'écoutez. faut changer de voisin. Faut L'avantage, c'est changer que de voisin. le jeudi soir, je joue pas. Ça, c'est positif pour eux. Mais bon. Donc, ouais, bon, bref, il y a eu trois écritures où effectivement j'ai pris du temps. Alors, quelque chose que je fais de temps en temps, c'est que j'écris et que je m'enregistre et je lis ensuite à haute voix. Parce qu'en fait, je trouve qu'on n'utilise pas assez l'oreille. Et des fois, ce que je ne vois pas à l'œil, je l'entends à l'oreille quand il y a des mots qui accrochent ou quand j'estime que la phrase n'est pas assez fluide. Ou alors, elle est trop chargée en adverbe. Ou voilà, elle est trop empoulée. Des fois, l'oreille va corriger les choses. Donc, et puis je suis devenu de plus en plus lent à l'idée d'écrire. Et je peux mettre plusieurs heures à finir une page parce que je voudrais vraiment qu'elle soit la plus. Comme j'essaye de. J'arrive pas à faire des grands bouquins très très épais. J'essaye de faire en sorte qu'au moins le bouquin, dans chaque page, il y a au moins un tout petit peu de littérature. Même si c'est trois mots, si c'est deux lignes. Euh, je- voilà. Idéalement, j'aimerais qu'on puisse sur chaque page y trouver quelque chose. On y trouve évidemment des choses. Tu en parlais un tout petit peu. Dans les outils que tu utilises, il y a le langage fleuri, l'argot, et puis l'atmosphère qui en découle, parce que ça va souvent de pair. Je disais, pour les gens qui connaissent, qui nous écoutent, alors dans les actuels que je connais très bien, ça m'a fait penser à Stan Petrovski, voilà, qui fait un peu ça, mais aussi du Audiard. J'ai vu dans le chat que certains en parlaient. Et ça m'y a fait penser aussi. C'est quelque chose qui te fait sourire. Et je me disais, ça t'apporte quoi? Quels sont les avantages d'aller chercher aussi ce terreau-là qui donne une ambiance vraiment particulière quand on commence à jouer avec l'argot? Pourtant, sans en faire trop, parce que parfois, moi, quand il y en a de trop, je suis paumé. Je comprends la moitié de la page et je me dis, waouh, on est passé dans un autre monde. Ici, justement, le dosage, t'en parlais tout à l'heure, est important, ce qui fait qu'on lâche pas, mais on voit que c'est utilisé quand même. Et tu prenais cet exemple-là, bah, de retirer les négations dans la bouche d'un des personnages, ça c'est typiquement quelque chose qui m'a fait penser à ça. Tu vas chercher quoi dans le terreau de l'argot, du langage fleuri? Ça donne quoi à ton livre? Moi, c'était pas du tout prévu parce que moi, en général, je pratique.
pas l'argot. Et, et donc, tu vois, même je dois avoir chez moi encore un singe en hiver de Simonin. Les films d'Audiard, je les connais, mais je suis pas forcément un friand d'argot. Mais pour moi, c'était forcément, comme le personnage, je l'imaginais aussi comme un teigneux. Je voulais qu'il parle un peu comme ça, d'une manière très, très épidermique, vraiment et puis très imagé. Donc ça m'est venu naturellement, mais j'ai fait quand même quelques recherches parce que j'ai pas non plus un vocabulaire très très riche en termes d'argot. Euh, donc c'est ce qui m'a semblé faire sens. Mais tu l'as dit, en fait, je voulais pas. D'ailleurs, je sais pas si Séverine est encore là, mais parce qu'elle a pas lu le bouquin. Ouais, elle a beaucoup de qualités, mais elle n'a pas celle-là déjà. Euh, euh, Ça, et, et- c'est un scoop. Non, parce que je pense que comme elle déteste l'argot, elle s'est fait, je pense, une idée fausse en pensant qu'il y en a énormément dans le bouquin ou qu'il y en a à chaque page. Et très objectivement, je pense pas en avoir mis trop. De temps en temps, mais je pense pas que ça nuise à la compréhension. Et j'ai fait en sorte vraiment que justement ça soit pas fatigant, parce que, déjà, même moi, ça m'aurait fatigué à l'idée d'écrire que des mots d'argot, mais ça donnait quand même, en tous les cas, une tonalité et une couleur au personnage. Parce qu'en plus, je l'imagine constamment énervé, ce personnage. Il est toujours furieux de quelque chose, soit il engueule c'est Farid parce que c'est un de ses employés quand il bosse pas au Fender, il a des boulots improbables. Donc, et il s'énerve toujours après des situations. Puis c'est un garçon qui est je l'imagine, assez aigri, assez frustré sur plein de choses. Donc, il a jamais de moment de calme. Donc, comme il est énervé, il s'exprime toujours d'une manière un peu fleurie et très provocatrice aussi. Donc, je me suis dit, l'argot, c'est bien. L'argot, c'est ce qui colle bien. Et puis, le ressort comique, je trouve, repose aussi là-dessus. C'est-à-dire que quand tu as des langages un peu fleuris, de temps en temps, comme il a le sens de la répartie, on va dire, qui fait que voilà, ça ajoute aussi au ressort comique et ce qui le rend, j'espère, un peu sympathique, quoi. Ou en tous les cas, c'est pas un vrai méchant, c'est un type en colère, mais c'est pas un type méchant, quoi. Et au passage, je pourrais t'attribuer le titre du roi de la métaphore. Je t'en avais parlé, mais pour vous donner un exemple, parce que je vais pas tout vous raconter, mais il y a une scène avec enfin bref, une bagarre. J'ai été me chercher une biscotte, une cracotte. Oui, je sais pas comment on dit en France entre les chocolats, pain chocolat, chocolatine. Donc vous me pardonnerez si on vous dit pas biscotte, cracotte. Et j'ai croqué dedans pour savoir si ça faisait vraiment ce bruit-là, et j'ai rigolé tout seul dans ma cuisine. Donc t'es responsable de ce moment où j'étais avec une demi-biscotte en main en disant ah ouais, en fait oui, ça fait ce bruit-là. Et je me disais que ça devait bien te faire marrer de créer ces images mentales dans l'esprit des lecteurs, parce que tu joues très très bien avec les métaphores. Parfois il y en a de trop, parfois elles ont l'air un peu artificielles. J'ai pas trouvé justement que dans ton livre c'était artificiel. J'avais les images. Alors c'est une de mes questions qui n'en est pas, mais je verrais bien ce livre en film, si tu me dis que tu es un grand consommateur, et si possible avec Danny DeVito. J'insiste. Mais ça crée vraiment des images. C'est quelque chose qui t'amuse en tant qu'auteur Ah, d'amener ouais, en ça dans fait, la tête des gens. c'est ça. C'est ça. Après, on revient au dosage. Avec le recul et très objectivement, sans doute qu'il y a une gourmandise, c'est un peu qui fait que j'aurais pu m'en passer dans certains cas, et qu'il y a sans doute un abus parce qu'à un moment donné, comme je te dis, c'est un bouquin, je sais pas si, bon, au moment où je l'écrivais, je savais pas si j'allais en faire d'autres. Je voulais pas regretter. Donc, sans doute, j'ai péché par gourmandise où je me suis fait plaisir à moi. C'est-à-dire que et j'en ai mis parce que l'idée me plaisait, et parce que ça me faisait rire, et parce que je suis mon premier lecteur. Et dès lors où ça m'amuse, je vais partir du principe que pour moi, c'était le principal. Mais donc oui, l'idée, c'était vraiment de créer
des images et des choses qui soient assez modernes en tous les cas, dans les comparaisons, et que ça puisse parler, etc. Donc, après, c'est toujours pareil, quand tu multiplies ce type d'exercice, tu peux aussi lasser, tu peux passer à côté. Mais c'est vrai que, comme je te disais, moi, mon but, c'est de raconter le plus joliment possible. Et dans le mot joliment, il y a le côté esthétique quand même. Et le piège, c'est de tomber dans quelque chose qui soit de l'ordre de l'esthétisant, c'est-à-dire de faire quelque chose qui est juste un écrin et vide d'émotion et que ça soit juste un artifice. Après, c'est très difficile de s'auto-évaluer là-dessus parce que j'ai mis aussi beaucoup de métaphores dans le ciel, dans la lune, dans enfin tout l'environnement extérieur Mais l'idée, c'était, enfin, pour moi, c'est ça, écrire aussi un livre, c'est de mettre un peu de couleur sur plein de choses. On a une palette, et puis alors voilà, des fois on en met trop, et des fois on n'en met pas assez, mais en tous les cas, je voulais m'amuser de ça. Et tu parles de mettre de la couleur, alors ça met de la couleur dans les livres, mais toi tu en utilises beaucoup. Ce sont les références diverses et variées. Alors, moi j'ai pas compté, mais pendant tout le livre, je me suis dit, alors au niveau culturel, si vous êtes curieux, vous pouvez vous amuser à aller, parce qu'on parle de musique, de cinéma, de littérature, vous pouvez vraiment vous amuser avec l'ordi à côté, à chercher, écouter des groupes, des morceaux et autres dont parle le livre. Exemple parmi d'autres, parce qu'on en parlait tout à l'heure, la boîte de Victor s'appelle le Fender, et Kiko, tu demandais, ben oui, c'est en référence à la guitare de Mark Knopfler, on y revient toujours. C'est pas complètement anodin, et moi je me suis retrouvé dans les goûts de tous ces groupes, ces artistes, enfin, c'était très très sympa. Il y en a que j'ai découvert, donc j'allais réécouter, je trouvais ça assez marrant. Ça représente quoi, toutes ces allusions pour toi? Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On dit parfois au niveau musique, il faut pas trop en mettre, parce que il y a une règle qui dit tout ce qui fait sortir du livre n'est pas excessivement une bonne idée. Il vaut mieux rester dedans. Et en général, quand vous dites, voilà, si vous voulez aller écouter ça, c'est un bon morceau, ça vous sort du livre. Enfin, ou alors vous le notez pour plus tard, mais ça vous sort quand même du livre. Ça représente quoi pour toi, toutes ces références? T'avais envie de partager, j'ai l'impression. Ah, moi, c'est ça en fait, hein. C'est vraiment c'est toujours dans cette optique j'ai une opportunité d'écrire un livre, d'aller au bout, ce qui était vraiment pas, vraiment pour moi le roman, j'étais pas sûr d'être capable d'avoir l'endurance et le souffle nécessaire de le faire. Donc je dis bon, profites-en et envoie tout ce que tu as envie d'envoyer. La référence à nos fleurs, en fait, bon, ça c'est un pari avec moi-même. Chacun de mes livres, d'une manière ou d'une autre, même si ça peut sembler parachuté et pas toujours à propos, il y aura toujours Marc Knopfler dans chacun des livres, d'une manière générale. Donc ça c'est un passage obligé. Après, pour les Bansky, c'est pas complètement déconnant dans la mesure où bon, le type, dans son pub, il reçoit des musiciens. Alors, des musiciens amateurs, etc. Donc, il est quand même très. Dans sa culture, il y a quand même. C'est assez ancré. Donc, il aime bien ça. Donc, voilà, c'était l'occasion, en tous les cas, d'insérer ça. Mais moi j'ai baigné aussi beaucoup tu vois, derrière moi, là, c'est toute une partie, c'est juste un tiers de ce que j'ai, mais il y a 1300 Blu-ray ou DVD, des films de tous les genres, toutes les nationalités, je tiens même des graphes, des statistiques, c'est pathétique, mais forcément, Je ris parce que je fais pareil à un moment, puis j'ai arrêté. Tu vois. C'est pour ça que ça me fait rire. Ça alimente beaucoup de choses, quoi. Donc, moi, c'était important de mettre tout ça. Je me suis vraiment pas posé la question des fois, ou si ça apportait quelque chose ou pas. Mais si ça peut apporter de la curiosité, et puis, alors les petites références, même pour ceux qui ne l'ont pas, à la fin du roman, il y a un petit lexique, parce qu'il y a aussi des réflexions cinématographiques qui sont données par Pacino, qui est le perroquet
qui est un perroquet cinéphile et qui balance des répliques de films sur l'épaule de Farid. Et ça peut créer Donc, quelques petits soucis au passage. ouais, ouais, ça crée des problèmes. Bon, après, tous ces personnages, de toute façon, moi, il fallait qu'ils aient leur singularité. Tous, jusqu'au chien d'ailleurs, jusqu'au chien de Victor, qui est pas un chien comme les autres. Voilà, donc c'est ce qui fait, en fait, moi j'ai un peu pensé aussi, alors, mais d'une manière beaucoup plus light, mais je sais pas si tu lis les bouquins de Harry Cruz, où tous ces personnages sont ce qu'on appelle des freaks, c'est-à-dire en fait un peu des monstres, où voilà, tu peux avoir des nains justement avec un pénis de 30 centimètres, tu peux avoir des femmes avec trois seins, tu peux avoir des personnages qui sont sortis d'un cirque de l'horreur. Alors là, je l'ai très très atténué, mais je voulais vraiment que euh, tous les personnages, ils puissent avoir leur entité perso, leur carte d'identité, et qu'on puisse s'en souvenir, parce que c'était encore une fois un ressort pour moi incroyable de scènes comiques, quoi. Tous ces. Moi, j'aime bien Milos qui fait des films pornographique, mais ludique, c'est-à-dire qui est touristique, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ça raconte quand même l'histoire du pays entre deux scènes particulières. Donc, ils sont tous complètement cintrés. Si on accepte la règle du jeu, si on accepte ce postulat de départ, je me dis bon, ça peut être rigolo, quoi. Après, on peut trouver ça complètement pas crédible, mais moi, la crédibilité, c'est pas trop mon souci. Dès lors où le temps de la lecture, on embarque, voilà, des personnages comme ça, sans doute qu'ils n'existent pas complètement, mais ça me permet en tous les cas de les inventer, quoi. Et tu parlais de Milos, et puis il y a des gens très 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 vigilants dans le chat, hein, Christophe. Mais je l'avais noté aussi. Il est l'heure de ton marque-page pour adultes. Oui, alors mon marque-page pour adultes, Mm. j'ai- c'est un faux marque-page, mais il faudrait que je récupère. Oui, sans le montrer, nous dit Kiko qui connaît très bien Twitch. Il a peur qu'on se fasse bannir, je crois. Euh, Ce serait moche. non, Ah oui, je fauché sais dans, pas. dans sa lancée de la première année, t'imagines? Ce serait quand même con. Hmm, prépuce, c'est un gros mot ou pas? Les mots, je pense que ça pose pas de problème. C'est le montrer qui pose problème. Ah non, non, je montre rien. Non, non, non. Non. Mais je dois avoir, il doit me rester un prépuce séché quelque part. Ce serait donc Ça ça, peut le faire marque. marque-page. Dans le rayon références, on en parlait à l'instant, il y a aussi les références à la Pologne. Et Ouais. d'ailleurs, ça euh, consiste en quoi le jeu de cartes Katcha, que je ne connais pas. Désolé pour la prononciation si je oh vous ai là crevé un là. tympan au passage. Je- Mais je- plus je- je- sérieusement, est-ce que c'est un pays qui t'inspire? Parce que j'ai trouvé alors, qu'il était fort présent. Et puis il y a des références, on retrouve le nom de Chamak à un moment dans les personnages, ça m'a beaucoup fait rire. Et je me disais, tiens, la Pologne, est-ce qu'il y a une raison particulière pour faire intervenir ce pays comme ça régulièrement? alors, ma femme a une origine polonaise. En fait, alors, il y avait pas forcément un. Il fallait que je trouve en tous les cas. Il fallait que dans le personnage du père, je voulais un personnage un peu âpre, euh, euh, pas trop bavard, et j'ai pensé à des pays de l'Est d'une manière générale, en fait. Et je dis, bon, Pologne, pourquoi pas. Euh, Après, bon, Lebanski, parce que bon, moi, c'était le petit clin d'œil au Big Lebowski. Je me suis dit, tiens, allez, un nom polonais. Donc, il fallait que ça soit en tous les cas un personnage assez rugueux, le père. Et j'imaginais, voilà, comme la sœur d'ailleurs, Niski, qui est un peu particulière aussi, tu vois, qui s'amuse à casser des bras ou à faire des bras de fer avec qui veut, quoi. Mais la Pologne m'est venue comme ça, parce que bon, j'ai pensé aussi à ma femme en même temps. Euh, mais je connais pas du tout ce pays. Euh, euh,
Et donc je me suis un peu renseigné aussi sur, les jeux qui existaient là-bas, ce qu'ils buvaient, donc voilà, histoire de donner un peu d'authenticité, un peu de réalisme, à l'ensemble, quoi. Mais je connais assez peu, en fait. Mais je savais juste qu'il fallait que le personnage ne soit pas d'ailleurs, enfin, ça me fait penser comme le petit dilemme que j'avais, parce que il fallait que je crée ce récit intimiste entre le fils et le père, mais il fallait que je démontre cette affection un peu, ces non-dits, en sachant que le père ne pouvait pas parler, parce qu'il avait il avait fait plusieurs AVC, et que le fils lui-même était assez taiseux. Et j'ai essayé de trouver comment je pouvais essayer de créer une émotion, ou créer en tous les cas un langage entre les deux, sans qu'il y ait un seul mot. Et il y a même, d'ailleurs, sans qu'il y ait même un rapport physique, je crois qu'une seule fois, le père, à un moment donné, va prendre la main de son fils, mais on va savoir pourquoi il le fait, parce qu'il a besoin de prendre des mesures. Mais euh, donc j'avais deux personnes assez pudiques, assez sèches aussi, et je me suis posé la question de comment je fais pour essayer de faire naître une émotion entre les deux. Et le voilà, en tous les cas, la transmission se passe par cette histoire de Pierre, de Ricochet, etc. Mais il fallait forcément que, à la base, ça soit des personnages très, très avares On n'était pas du tout dans le tactile, les grandes révélations affectives, etc. Il fallait qu'il y ait ça. Alors tu parles de lancer de galets, on a parlé d'écriture tout à l'heure, je trouvais que finalement c'était peut-être assez proche. Toi, pour t'avoir entendu, notamment chez Séverine et ailleurs, on en parlait aussi un petit peu tous les deux, en quoi est-ce que c'est important pour toi de dire, pour les gens qui nous lisent, qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'il y a vraiment des choses qui sont ennuyeuses au possible dans le processus de l'écriture. Tu parlais tout à l'heure de potentiellement s'essouffler aussi. Tu l'as dit plusieurs fois que tu n'étais pas sûr d'arriver au bout de ce roman. C'est important de, de dire aux gens, oui, c'est pas évident en fait d'écrire. Il y a des parties assez houleuses. C'est c'est- c'est ça, en fait. Moi, j'ai toujours dit que, bon, on a tendance à mettre des fois les auteurs. Enfin, moi, je me considère pas du tout comme écrivain, ni quoi que ce soit, hein. Donc, mais en tous les cas, on a une idée très fantasmée du livre et de l'écriture, et on a l'impression que c'est quelque chose de super excitant, alors que moi, je vois, et plus le temps passe d'ailleurs, et plus je trouve de plus en plus de plaisir à la lecture et de moins en moins à l'écriture, parce que je trouve que le rapport contrainte, effort et plaisir, et plus les années passent, plus la balance penche du côté contrainte. Et c'est énorme, c'est très fastidieux, hein. Déjà, c'est quelque chose de très solitaire, euh, euh, et c'est beaucoup de contraintes, en tous les cas pour moi. Il y en a qui ont peut-être des facilités que moi je n'ai pas, mais moi c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de relecture. C'est quelque chose de très ingrat, la relecture, parce que dès lors où tu ne crées plus, tu sais ça aussi bien que moi, tu relis ton texte jusqu'à il te sort par les naseaux, parce que non, mais t'en as ras-le-bol de ton texte. C'est-à-dire que et donc, mais, et donc, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures, pour des petits moments de jouissance très éphémères en ce qui me concerne. C'est des petites fulgurances. Et des fois, tu te dis, fou là 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 là. Je parle même pas du fait que j'en vende pas d'ailleurs, et puis c'est pas un sujet, mais en tous les cas, c'est beaucoup d'efforts pour, en fin de compte, très peu de plaisir. Donc, on est très très loin de, ouais, t'as écrit un bouquin, ça doit être génial, ça de créer des... Non, non, c'est loin. En tout cas, pour moi, c'est loin d'être génial. J'aime bien raconter et pas écrire, mais le problème, c'est que je suis obligé de passer par l'écriture parce que j'ai des facilités pour raconter. Si j'avais trouvé un autre moyen pour raconter des histoires que l'écriture, peut-être que je l'aurais fait. Mais, euh, mais moi, c'est beaucoup de temps. Et plus le temps passe, plus je mets du temps. Et c'est beaucoup de frustration. Je passe 5 heures pour faire une demi-page.
il y aurait peut-être autre chose à foutre, quoi. C'est-à-dire que je préfère prendre un bouquin et lire, quoi. À un moment donné, bon ben, voilà. Et cette histoire de souffle, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un auteur qui s'appelle Guy Reichenmann, qui faisait d'ailleurs un parallèle avec l'écriture et puis le système de respiration. Je pense que, enfin, moi c'est comme quand tu fais de l'apnée, tu as des paliers à franchir. J'aurais jamais pu écrire un roman comme ça de 300 pages de but en blanc. J'aurais fait, en tous les cas, avec moi l'exigence qui est la mienne, en tous les cas en termes d'écriture, j'aurais fait quelque chose de torché et qui m'aurait pas plu. Donc moi, il fallait que ça passe par un processus progressif de L'école des nouvelles, nouvelles. voilà, de 8-10 pages, Mhm. jusqu'à réussir à faire un recueil de nouvelles. Le premier, en 2005, il a une centaine de pages. Et puis à un moment donné, la pratique, parce que c'est une espèce de sport, et il y a un muscle qui se met en place. Et puis tu emmagasines plus d'oxygène, tu as des poumons qui deviennent un peu plus larges. Et tu te dis, tiens, ben, je peux greffer 10 pages de plus, 20 pages de plus, 50 pages de plus. Et puis là, tu arrives à faire un recueil, jusqu'au moment où tu dis, tiens, est-ce que tu saurais tenir un roman, c'est-à-dire écrire une histoire qui, toi, t'intéresse suffisamment pour y consacrer 200 pages et du temps. Mon premier roman, il est relativement court, hein, il fait même pas 200 pages. Celui-là, il fait 300 pages et je sais même pas comment j'y suis arrivé. Mais je sais, avec des phases où il fallait que je laisse reposer parce que je manquais de carburant, quoi. Vraiment, j'avais pas du tout l'énergie pour pouvoir. Ou alors, vraiment, tu fais quelque chose, du remplissage. Tu fais du Michel Bussy. C'est-à-dire que pendant 300 pages, tu racontes rien. Et puis, tu révèles dans tes dernières pages quelque chose. Mais moi, j'ai à tort ou à raison, ou je prétends pas y parvenir, mais je voudrais vraiment que sur chaque page, on puisse se dire, ok, bon ben, ça apporte quelque chose. Ne serait-ce que, même si c'est pas à l'histoire, mais ne serait-ce que lit- littérairement parlant, sans être prétentieux, mais qu'on se dit, tiens, bah, sur cette page-là, il y a une ou deux phrases, où il y a un mot, ou une association, où il y a une image qui est plutôt sympa. Euh, euh, donc moi, j'essaye vraiment, sur chaque page, de faire en sorte d'essayer de mettre quelque chose. De mettre quelque chose et de réfléchir à ce que j'ai mis, quoi. Et tu m'as dit en préparant ta venue ici qu'une fois que le livre est disponible, tu regardais pas trop le nombre de ventes. Tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que pour moi, bon, déjà, j'ai déjà un boulot et bon, j'ai de la chance voilà, qui me fait vivre correctement. Et donc, j'ai pas d'attente extraordinaire là-dessus. Alors, c'est un vrai sujet parce que si tu me poses la question, est-ce que je t'aimerais vendre beaucoup? Je te répondrai oui. Sincèrement, je te dirais, j'aimerais vendre, mais quand j'y réfléchis vraiment, je me donne pas du tout les moyens de vendre et mon rapport aux autres et je suis pas prêt à une espèce de travestissement qui m'obligerait à rire à des blagues auxquelles j'ai pas envie de rire, à répondre à des questions des fois où j'ai pas forcément envie de répondre, avec en ligne de mire juste ouais mais ça peut te faire gagner des lecteurs. Donc tout ce processus-là m'intéresse moins. Idéalement, il faudrait que j'ai quelqu'un. Je sais pas si Odeya est encore là, mais tu vois, Odeya, je la prends comme agent et puis elle se démerde. Elle fait en sorte de faire connaître les L'appel est bouquins. lancé. Mais voilà, tout ce qui est après le livre, objectivement, même si j'adorerais que les gens lisent et qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, à la limite, ça donnerait un sujet à partage et à discussion. Mais je fais vraiment peu d'efforts pour faire la démarche de. Donc, finalement, c'est pas si essentiel. C'est pas si essentiel que ça. Odeya est toujours là et demande quoi? Pourquoi? Non, parce qu'elle a la gentillesse des fois voilà. Bon, déjà en plus le dernier roman là, elle est la seule aujourd'hui. Même ma femme me l'a pas lu. Donc je lui ai passé, elle l'a lu et m'a donné son retour. Donc voilà, je sais qu'elle fait partie des personnes qui en parlent comme ça, mais elle le fait pas que pour moi, elle le fait pour quelques personnes. Donc, mais voilà, moi tout ça, je sais pas faire, je suis pas certain de vouloir le faire parce qu'encore une fois,
Je m'attends pas à en vivre. Demain, j'arrête d'écrire, la littérature s'en remettra très facilement. Donc, j'ai pas de pression par rapport à ça. Mais le paradoxe, c'est que on me dit demain, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi et qui fait en sorte de faire connaître tes bouquins, je serais ravi, quoi. Mais en vrai, vendre, suivre le classement dans Amazon ou etc. Franchement, j'ai pas je- j'ai pas l'esprit à ça et puis c'est pas très important. Tu fais des classements et des tableaux pour les DVD, les Blu-ray, etc. Me les vendre finalement, pas trop. Je comprends. Non. Et Tiens. bonsoir. C'est pas grave, tu sais. Oui, Ça fait. Où est Charlie? Mais pas avec Charlie. Dernière question, parce que je vois le temps qui avance, je pense on va gentiment, mais j'ai pas vu le temps passer. Quels sont tes projets? Mais alors, t'en parlais, bah, ça peut s'essouffler, quelqu'un qui crée, que ce soit un auteur de livre ou d'autres choses. Mais quels sont tes projets? Est-ce que tu as remis le, le métier ou pas? Est-ce que tu nous prépares quelque chose? bah là, j'ai fini là, j'ai quasiment fini le dernier roman qui est une espèce de road book ou de road movie en fait. Euh, Attention, Séverine dit que tu serais tu vois, peut-être un peu fainéant, hein. Donc fais très attention avec cette question sur tes non, projets. c'est pas du tout de la paresse, mais comme je veux faire les choses bien et que personne m'attend, parce qu'en fait, le vrai truc, l'avantage quand t'as pas de maison d'édition, c'est que personne te relance, personne te met une pression à sortir un bouquin par an. Encore une fois, je suis ma seule source de motivation. Il n'y a personne qui va m'appeler en me disant Stéphane, t'en es où en vrai de vrai, il n'y a pas. Donc je suis en train de finir le roman. Là, voilà, il y a un roman qui va sortir, je pense, le mois prochain, une fois qu'il sera bien relu. Et puis après, il sera peut-être une novella ou un roman court, et possiblement le dernier d'ailleurs, parce que pour les raisons que j'ai un peu évoquées. Euh, mais c'est pas grave. Donc il y a de quoi faire encore. Vu le temps que entre les Bansky et le nouveau roman, il s'est écoulé 4 ans. Euh, euh, donc ça peut me prendre autant de temps. Les premiers temps, tu vois, mon premier livre il date de 2005. Je sortais un livre tous les 2 ans. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas mal de lire aussi, quoi. Donc la Ça, lecture me plaît davantage. c'est avec les Read With Me de Il est bien ce livre. Même pas. Ah non, Même non, pas. moi, Mais oui, j'y vais il même paraît que pas. t'es pas. Mais pareil. Tu fais Non, quoi non, mais alors ça, pendant les Read With Me de ah bah, Séverine? j'essaie de les perturber. Tu Moi, perturbes le chat. Bah oui. ma grande satisfaction, c'est quand les lecteurs me disent j'ai pas pu lire parce il arrête pas arrêté de dire des conneries. Et tout le monde était hyper motivé à l'idée de lire et j'ai empêché tout le monde de lire. Et là, pour moi, ça c'est mon Oscar à moi, ça. Eh bien, écoute. J'espère que dans le parcours qui est le tien, cette soirée était un moment de fulgurance qui a un peu justifié l'immense travail qu'il y a derrière ce livre. Et en tout cas, plus sérieusement, j'espère que tu as passé une très très bonne soirée avec nous. Pour moi, en tout cas, c'est le cas. Tu te disais client difficile, eh bien, je vais démentir. C'était pour moi très intéressant de t'écouter et de te recevoir. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je vais évidemment te Merci à laisser toi. le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Bah écoute, bah, comme beaucoup, hein, je pense que je vais commencer par te remercier. Moi, je fais pas d'interview parce que, bon, de toute façon, généralement, on me sollicite pas. Donc, mais en plus de ça, j'ai dû en faire une en 2009, je crois, et puis t'es la deuxième personne, je crois. Ce qui m'a plu, c'est que voilà, ça laisse du temps à faire des digressions, à dire n'importe quoi, et au moment de les dire, de regretter de dire ce qu'on vient de dire. Mais ça fait partie voilà, en tous les cas, du périmètre dans lequel tu m'as laissé
communiquer, échanger. Donc voilà, j'avais dit que je le ferais d'une manière très désordonnée, très transparente, très sincère. Bah, merci d'avoir permis ça. Donc, Avec le plus grand des je suis plaisirs. ravi. Donc, non, non, mais on avait un peu échangé, puis voilà. Je t'avais déjà suivi, et donc je savais aussi où j'allais, je savais voilà, comment ça se passerait. Donc, non, c'était bien, franchement. Voilà. Une fois que tu es dans un environnement de confiance, tu peux parler, hein, tu peux dire plein de choses, quoi. Eh bien, écoute, ça me touche beaucoup. Et moi, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, comme quoi ça a un côté amusant. Merci pour tous vos messages. Je les lis évidemment avec beaucoup d'attention dans le chat. Vous avez posé beaucoup de questions. Beaucoup de remerciements pour toi. Beaucoup de bouge-toi les fesses et sors-nous le livre. Voilà, le mois prochain. Tu viendras nous en reparler si tu le souhaites. Moi, je continuerai de suivre ça avec attention. Et je te remercie vraiment pour ta présence aujourd'hui soir.